partager. Je fais... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live qui sera consacré au transport et leur impact sur la planète que nous avons nommé « Comment voyager plus vert ». Nous sommes en compagnie d'Arthur et d'Anaïs ce soir.
Hello! En compagnie de nos cernes aussi, Oui, précise-le de quand nos même. cernes. Très important. En effet, aujourd'hui, c'était plutôt costaud. Bonsoir le chat, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent ce soir encore une fois. Ça nous fait vraiment plaisir. Ouais. Et Carrément. on va parler donc de voyage, de transport. Et j'ai une première question à vous poser. Par rapport aux vacances cet été, quels moyens de transport vous allez utiliser, vous, pour voyager? Alors, tu commences, Arthur, ou je me lance? Non, vas-y Anaïs, je te laisse y aller. Alors, cet été, j'ai prévu de partir en Irlande et j'ai honte de le dire sur ce chat, sur ce live, mais je vais prendre l'avion. Bouh! Bouh! Shame on you! Je vais fustiger l'avion dans ma chronique et je vais défendre le train. Mais voilà, je tiens à vous le dire, on ne peut pas aller en train en Irlande. Donc voilà, c'est pour ça que je n'y vais pas en bateau parce que c'est beaucoup trop cher. Voilà. Et toi, Arthur? Et bah moi, donc l'été dernier, j'étais en Corse. Et là, pour le coup, on peut y aller en train, puis en bateau. Mais non, j'y étais en avion parce que c'était moins cher, quoi. Donc, on a quelqu'un qui part en fusée. Waouh! C'est bien. Thomas Pesquet. Ariane, sans doute. Quelqu'un en soucoupe volante également. Ah ouais, mais ça, c'est Gary, hein, la soucoupe volante. C'est une extraterrestre. Hein. Enfin voilà, donc comme disait Anaïs, elle a honte d'en parler, c'est l'avion, mais bon, c'est vrai que ça reste un des moyens de transport les plus privilégiés pour voyager. Et j'ai donc décidé de parler un peu de ça dans un premier temps. Donc on va parler un peu de l'avion et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Alors j'ai une question pour vous. Vous allez sûrement vous en douter, mais quel transport pollue le plus? Vous pouvez répondre, le chat. Hein. Je pense que là, il y a clairement pas de doute, c'est l'avion. Hein. Oui, en effet, c'est l'avion. Il y a beaucoup de différentes études. Thomas Pesquet dans la clim. Ah, petit exclu. Bientôt. On verra. On croise les doigts. On ne dit rien pour l'instant. Donc, il y a différentes études. Selon les études, l'avion n'est pas forcément le moyen de transport qui pollue le plus. En fait, c'est en fonction il y a différents calculs pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. Et des fois, on prend en compte la construction des infrastructures. Et c'est vrai qu'en prenant en compte ça, des fois, le train polluerait plus que l'avion. Ah bon? Voilà. Ah ouais? Construction des gares, construction des rails, voilà, vous comprenez, les infrastructures. Ouais, d'accord, okay. Après, en émissions de gaz à effet de serre brut, l'avion pollue le plus. Et j'ai une autre question pour vous. Oh là là, c'est question pour un champion ce soir. Eh oui. Pour vous, un Paris-Toulouse, c'est plus écologique de prendre l'avion ou la voiture? Bah, la voiture, hein. Ouais, je dirais la voiture aussi. Mais en ce moment, ça doit être moins cher de prendre l'avion, en tout cas. Moins cher, je sais pas, mais en tout cas, écologiquement parlant, c'est mieux de prendre l'avion. Okay. 80,4 kg d'émissions équivalent CO2 par passager pour l'avion. 80. Et pour la voiture, c'est 134. S'il n'y a qu'un seul passager dans la voiture. À partir du moment où vous êtes deux, et ben, le raisonnement ne tient plus. Donc, covoiturage. Ouais, blablacar. Voilà. Blablacar. Donc, Toulouse-Paris en voiture, c'est quoi? C'est 7 heures à peu près? C'est peut-être loin, 5-6 heures, je pense. Ouais, ok, bon, c'est quand même un long trajet du coup. En avion, ça doit être 30 minutes. Ouais. Bon, donc en gros, l'avion, ça pollue beaucoup ou pas? Bah oui. Bah oui. Ah oui. Selon un rapport du Shift Project, 1,1 gigatonnes de CO2 par an. Alors, je vous affiche un petit peu le chiffre que ça fait. C'est 10 puissance 12 d'émissions de gaz à effet de serre par an, soit 2,56% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Arthur est choqué. Ouais, je suis choqué, quoi. Choqué. Donc, ça représente 2,56% des émissions mondiales de CO2. Et il y a eu une augmentation de 49% des émissions de gaz à effet de serre, rien qu'à cause du trafic aérien. Ah ouais. Voilà. C'est énorme. Par exemple, je vous donne un petit exemple parce qu'on y voit plus clair. Pour faire un Paris-New York en Airbus A380, c'est 111 000 litres de kérosène, soit 88 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par passager. Par passager? C'est énorme. Parce qu'il y a combien de passagers dans un Airbus? Il y en avait quoi, une centaine ou moins? Peut-être 200, je pense. Ouais, même plus, ouais. À vérifier. Le chat, dites-nous combien il y a de passagers dans un Airbus A380.
Oh là là. Et en fait, ce chiffre d'émissions là dont je vous parle, un vol Paris-New York, ça correspond à peu près aux émissions annuelles que devraient respecter les Français pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc en un seul vol Paris-New York, vous avez terminé le taux de pollution par an, vous comprenez? Ah oui, Ah, mais d'accord. c'est dingue. Voilà, c'est dingue. Et en D'ailleurs, plus, Stéphane Deschamps qui va rentrer de Budapest en avion. ah, C'est pas bien. la honte. Attendez, mais moi j'aimerais revenir sur un truc. Anaïs, tu Ouais. t'es pris une petite clim dans les commentaires. Ah ouais? Je sais plus qui a dit, enfin je sais pas si c'est Anaïs ou Sacha, mais quelqu'un a dit qu'on mettait 30 minutes pour faire un Paris-Toulouse. Et nous avons un commentaire qui dit c'est 30 minutes en Mirage 2000. Ah d'accord, oui, c'est pas la même chose. Ah oui, Pascal Guéné nous dit durée estimée de vol Charles de Gaulle-Toulouse, 1h16. Bon, Quand même, hein. quand Ouais, même. Pareil à Puis la le voiture. temps d'aller à l'aéroport, de trucs, de Ouais. machin, c'est Ouais. interminable. Prenez la voiture. Et je souhaitais aussi vous parler d'un truc un tout petit peu plus technique, mais je vais aller rapidement dessus. Il y a un double impact de l'avion sur la planète, ça s'appelle le forçage radiatif. En gros, c'est la différence entre les rayonnements radiatifs reçus et émis par quelque chose. Et si le forçage est positif, il produit de la chaleur. Et en fait, ce forçage, il est visible chez les avions, c'est les traînées blanches que vous voyez dans le ciel. En gros, c'est une réaction de la vapeur d'eau avec l'altitude et ça crée un réchauffement parce que les nuages emprisonnent la chaleur. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. D'accord, ok. Donc c'est pas parce qu'il y a eu plein de fantasmes sur on nous envoie des Exactement. pesticides, on cherche à nous tuer et tout ça, mais en fait pas du tout quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste de l'eau à haute altitude. C'est rassurant. Voilà. Je vais vous partager quelque chose qui m'a personnellement choquée et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le chat aussi, je vous invite à regarder ce site d'ailleurs qui est super intéressant. Voici, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous le voyez? On voit. Voici les avions en temps réel. Là, actuellement, ce sont les avions qui sont au-dessus de nos têtes. Voilà. Donc, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Et tu vois, ça m'étonne pas du tout pour les États-Unis parce que quand j'ai habité pendant 1 an et en fait, les gens se déplacent très peu en voiture vu que c'est absolument immense ce pays. C'est sûr, c'est sûr. Et dès que les gens veulent aller autre part ou même dans un autre État, ils réfléchissent même pas, ils prennent l'avion. Ah ouais? Ah, c'est ultra démocratisé ce moyen de transport. Et ils n'ont pas du tout conscience, je pense, que c'est hyper polluant. Bah donc vous voyez que c'est surtout aux États-Unis et en Europe, quoi. Moi, ça me fait un peu peur de voir autant d'avions. C'est à se demander comment ils se rendent pas dedans, tu sais. Bah c'est quand même hyper dangereux quoi. Enfin, on sait pas. Hein. Waouh, on a un waouh stylé. Ouais. Juste pour une petite info technique, hein, si jamais ça vous arrive de piloter un avion, vu que mon cousin pilote des avions, il m'a expliqué, si jamais 2 avions se voient rentrer dedans, la règle c'est de tourner tous les 2 à droite. Voilà. D'accord. Une forme de priorité à droite finalement quoi. Ah, une information très, très intéressante. Les supporters de foot passent leur temps sur ce site pour guetter les avions des milliardaires qui arrivent des pays du Golfe pour acheter les clubs. C'est très précis, très pointu, mais très intéressant. Je ne l'attendais pas. Merci Baptiste, j'imagine que c'est toi. C'est une forme de journalisme d'investigation, quoi. Je t'en prie, Elise. Si jamais je vois Elise qui me dit merci pour le conseil. Si jamais un jour tu pilotes un avion, tu penseras à moi. Et donc, je vais quand même terminer cette chronique par quelque chose de positif. C'est comment rendre l'avion un peu moins polluant. On aimerait savoir. Déjà, nous, en tant que consommateurs, le mieux, c'est d'éviter les vols moyens faisables en train, comme ce qu'on vient de voir, par exemple Paris-Toulouse, tout bêtement. Faut savoir aussi que Greta Thunberg, j'ai trouvé cette information, elle a fait la Suède à la Suisse en 2019 pour participer au Forum économique mondial de Davos en train. Elle a mis 32 heures. Mais elle l'a fait. C'est dingue. C'est pas si loin que ça non plus, quoi. Ouais, mais à mon avis, ça doit être un labyrinthe, quoi. Wow. Donc, c'est faisable. Également, prendre l'avion moins souvent, tout simplement. Ou pour les voyages d'affaires, privilégier la vidéoconférence maintenant. On peut le faire, ça s'est démocratisé. Les politiques, ils peuvent agir sur les taxes, notamment sur le kérosène ou sur les billets d'avion, mais ça nous retomberait aussi un peu dessus. Ou interdire les vols courts, comme Paris-Bruxelles. Vous savez que Paris-Bruxelles, en train, c'est 1h20. Oui, ça va. Donc pourquoi aller à Bruxelles en car quand on peut y aller en train, finalement? Je ne dis rien. Mais je pense ça là. Oui, vas-y. Pour rebondir sur ce que tu disais, Sacha, aussi Greta Thunberg, je me rappelle qu'elle était venue d'Europe jusqu'à New York. Il me semble qu'elle était venue en bateau, en voilier. Très juste, exactement. Oui, elle était venue dans un voilier qui fait le Vendée Globe des 60 pieds, donc des grands bateaux de course.
et elle avait fait le retour sur le bateau de youtubeurs que je suis depuis hyper longtemps, qui ont deux enfants et qui sont sur un catamaran et qui font le tour du monde, et ils l'ont ramené de New York je crois que c'était en France, je sais plus exactement où. Ouais, tu t'y connais. Oui, chacun ses passe-temps. Chouette. Et enfin, donc je tiens à terminer quand même cette chronique sur un élément très important. Prendre l'avion, ça reste un privilège. Il y a seulement 10% de la population mondiale qui prend l'avion chaque année. En France, 2% des passagers des avions, ce sont des ouvriers, alors qu'ils représentent 12% de la population française. Également, il faut savoir que les jets privés sont 10 fois plus polluants qu'un avion de ligne et 50 fois plus polluants que le train. Donc, les riches polluent beaucoup et ces riches prennent l'avion. Enfin, voilà, vous avez compris. Et donc, le train, le consensus est clair, peu importe les études, en général, le train, c'est le moyen de transport le moins polluant. Et donc, c'est Anaïs qui va nous parler de cette alternative à l'avion, finalement. À toi, Anaïs. Oui, tout à fait. Merci Sacha, c'était super intéressant. Et du coup, j'aimerais juste faire du coup le lien. À votre avis, donc avec l'avion, à votre avis, donc première question, combien on dépense de CO2 par kilomètre? À votre avis, en avion et en train, à peu près. Beaucoup moins par kilomètre. Déjà beaucoup moins, ça c'est une très bonne réponse. Je sais pas, en train, genre 300 grammes. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et alors, en avion, c'est de 145 à 285 grammes de CO2, alors que pour TGV, c'est 2,4 grammes. C'est 8,1 grammes pour l'intensité et 29,4 grammes pour les TER. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a calculé qu'en général, à peu près, voyager en train, ça pollue 23 fois moins que voyager par avion. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment pas photo. On va reprendre d'ailleurs l'exemple que tu avais pris, Sacha, parce que je le trouvais très beau. Sur un trajet Toulouse-Paris, on consomme 2,6 grammes de CO2 pour le train. Ouais, donc c'est vraiment... Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Il me semble que tu m'avais dit 88 tonnes. J'ai trouvé 88 tonnes. Ok. Et voilà, donc c'est légèrement moins. Légèrement, quoi. Légèrement. Mais d'ailleurs, la SNCF, elle a affirmé que du coup, sur une année qui représente à peu près 43 milliards de kilomètres, pas mal, plutôt que sur une compagnie aérienne, on économiserait plus de 2 milliards de tonnes de CO2. Soit quand même 2 milliards de tonnes, ça représente presque 300 années d'éclairage de la ville de Paris. Donc, tous ces chiffres, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça prouve quand même que le train, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins polluant que l'avion. En gros, le train, ça pollue pas. Enfin, presque pas. Ça pollue pas. Après, il y avait la question de construire les gares, construire les rails et tout. Oui, mais ça, on que ça semble très idyllique, le train, mais bon, il y a quand même des petits inconvénients. Mais est-ce que, selon vous, qu'est-ce que c'est... Enfin, il y a une grande initiative européenne qui est en place depuis plus de 40 ans pour promouvoir le train à travers l'Europe dans le tourisme. À votre avis, c'est quoi? On va demander au chat. Mais totalement. Allez là, on stimule les neurones. Allez, le chat. En vrai, c'est facile. Repose ta question pour être sûr que tout le monde a entendu. En fait, il y a une grande initiative européenne qui a été créée pour promouvoir un petit peu le fait le tourisme dans l'Europe, mais à travers le train. Et comment exactement? Merci, monsieur Pascal Guéris. On a le train for your life. C'est l'Interrail. Le pass Interrail. Le projet Thomas le train. Franchement, celle-là, elle est facile. Ouais, elle était facile. Alors, je vous propose de voir une petite vidéo qui présente un petit peu ce projet. Hop. J'adore les trains. Tu m'avais montré. Voilà. Est-ce que vous voyez? Tout le monde voit? On voit. Super. Bravo. Merci.
Ça donne trop envie. Alors, on a plusieurs réactions du chat qui sont assez intéressantes. Journalisme ou communicant pour Interrail, le lobby des trains frappe encore. Oui, non, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça fait. J'ai l'impression. Enfin, je me promets, je ne bosse pas pour Interrail, mais c'est vrai que ça donne quand même vachement envie parce que déjà, c'est un ticket de train qui permet quand même de voyager en Europe de manière illimitée pendant une période restreinte, on va dire. Mais quand même, ça permet, comme l'a montré la vidéo, d'aller dans toutes les grandes capitales européennes de manière assez écologique finalement. Et aussi économique. Enfin, c'est quand même beaucoup moins cher. Et un troisième point, alors on dérive un petit peu du train, mais quand même, j'ai une question. Alors, juste, je termine. Vas-y. C'est bien de le souligner, c'est juste que ça favorise quand même l'économie locale de chaque pays, puisque le train s'arrête souvent dans les petits villages ou les petites villes. Et du coup, c'est pas comme les grands aéroports où on va aller dans les grandes villes directes. Là, on peut aller dans les petits villages. Et du coup, ça favorise l'économie locale. Et du coup, oui, c'était quoi la question? Je sais pas si tu sais, mais moi, ça coûte combien? Alors, j'avais regardé, mais je ne sais plus. Donc, en fait, si tu étais une communicante pour Interrail, voilà, tu le saurais. Quoi. Donc, on a la preuve que tu ne travailles pas pour l'Union européenne. Merci. D'ailleurs, étant donné que je prends l'avion cet été, voilà, je serai une très très mauvaise communicante. Bon, voilà, ça vous prouve qu'on ne bosse pas pour eux. Voilà. Et attendez, il y avait un truc intéressant là, dans le chat sur le transsibérien. Je ne sais pas si vous connaissez ce train qui traverse toute la Russie. C'est vachement bien. J'avais écouté un podcast là-dessus et il faudrait que je retrouve le lien pour le mettre dans le chat. À la fin des années 80, donc c'était encore l'Union soviétique, et il passait dans plein de petites villes. Enfin, le podcast était vraiment super bien fait. C'était un truc de France Culture. Et voilà, ça donne super envie. Mais de toute façon, le train, il y a un espèce de truc comme ça, je sais pas, contemplatif, qui est assez agréable. Il y a aussi un train qui est rentré, qui a été construit en Chine pour aller jusqu'au Tibet. Donc voilà, je crois qu'il fait plus d'une. Il monte jusqu'à 8000 mètres, donc il a besoin d'être alimenté en oxygène. Mais voilà, il permet de relier plusieurs villes en Chine et du coup maintenant d'éviter de prendre l'avion. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et enfin, pour terminer sur un petit point un petit peu moins rigolo, mais voilà, c'était quand même important de le souligner, le côté de la loi. La loi, vous avez peut-être entendu parler de la loi climat et résilience, qui proposait de supprimer les lignes aériennes au sein de la France pour s'il existait un train de moins de 2 heures. Donc on pense à la ligne Paris-Lyon, Paris-Bordeaux ou Lyon-Marseille. Donc elle a été votée en 2021. Elle est un peu compliquée parce que la ligne en question du coup d'avion peut pas être supprimée s'il y a plus de 50% de passagers qui sont en correspondance, parce que du coup ça pour éviter qu'il y en ait qui n'utilisent pas les lignes françaises. Mais voilà, du coup c'était une loi pour favoriser quand même le train par rapport à l'avion. D'accord. Ah bah on nous donne le prix dans le chat. Interrail, c'est 250 € les 7 jours, valables 1 mois. C'est vrai que comme ça peut paraître cher. Après, si en une semaine, tu peux faire le tour de plusieurs pays d'Europe quand même, ça vaut le coup, je pense. Bah oui, carrément. Voilà. Et puis il y a aussi moi à un moment je voulais faire ça, mais bon là en ce moment c'est un peu compliqué. Mais il y a un train qui part, alors pas toute l'année, mais à certaines périodes, qui part de Gare de l'Est et qui arrive à Moscou. Ça met, je sais plus exactement combien de temps ça met, mais ça met assez longtemps. Et en fait il faut changer de train à la frontière avec je sais plus quel pays de l'Est. Parce que en fait, fut un temps où l'Union soviétique n'avait pas les mêmes espacements de rails que ceux des pays de l'Ouest. Ah ouais. Donc, ah oui, ça c'est excellent ça. Le train. Merci pour cette petite anecdote. Écoutez, toujours là pour des petites anecdotes. En tout cas, pas du tout ce train qui partait de la gare de l'Est. C'est super intéressant. Et ben, on part comme ça en vacances cet été. Allez, je propose qu'on propose ça pour l'année prochaine, un petit voyage de plage. Carrément. Ah bah on aime. Il y a Pascal Gagné dans le chat, donc je pense qu'il nous entend. Pascal, j'espère que vous avez retenu cette petite info pour l'année prochaine. Bon bah merci beaucoup Anaïs de nous avoir parlé des trains. Avec plaisir. Et Arthur, je crois que toi tu vas nous parler d'autre chose encore, un autre moyen de transport. Ouais, moi je vais vous parler d'un truc un peu plus insolite. Donc vous connaissez tous les bateaux de croisière qu'on voit de plus en plus grands, avec des piscines, des spas, des trucs, des machins. Mais il y a une autre façon de voyager sur les mers qui est en
cargo. On peut s'inviter sur des bateaux cargo, des porte-conteneurs, pour partir en croisière. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo. En fait, c'est un reportage moi, que j'avais vu il y a quelques années sur France 2, qui suivait un monsieur qui part comme ça j'étais obnubilé par le train, en cargo. Je vous propose de regarder un petit extrait. Ça, c'est un voyage qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, de ce que je vois, le chat n'est pas du tout convaincu. Hein. C'est pas vrai, mais pourquoi vous n'êtes pas dans le chat? J'ai déjà envie de vomir, le cargo égale le vomito, ça coûte hyper cher. Eh bien, alors, figurez-vous, donc là, ce monsieur qui est prof d'histoire géo, il fait Rotterdam, Chypre, 1600 €. Et en fait, il faut savoir que ça, à l'époque où le sujet a été tourné, donc en 2013, c'était relativement un truc de niche, quoi. C'était compliqué. Il y avait quelques agences de voyage qui étaient spécialisées là-dedans. Et maintenant, en fait, ça intéresse tellement les gens que les compagnies de transport de conteneurs s'y mettent elles-mêmes et proposent des croisières sur leur site, enfin des croisières, on s'entend. Hein. Donc là, par exemple, si on va sur le site... Je pensais à une croisière un peu low cost, tu vois. Ouais, bon, c'est un peu low cost. Là, on est sur le site de la CMA-CGM, qui est une grande compagnie de porte-conteneurs et tout ça, et qui propose des voyages en cargo pour les particuliers. Donc là, par exemple, je ne sais pas, vous voulez aller où? Bah attends, est-ce qu'on peut aller en Amérique du Nord? On peut aller en Amérique du Nord. Où ça? Allez, let's go. Aux États-Unis? Allez, disons qu'on part à... mais en fait, il fait plusieurs étapes. Bah ouais, il suit en fait les routes de la mondialisation. Je crois que tu as réussi à convaincre Stéphane Béchaud qui veut rentrer maintenant de Budapest en cargo. Alors, Stéphane Béchaud, je vous propose de regarder une carte finalement, hein, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Ah non, mais je trouve pas comment on fait pour partir de France pour aller en Amérique du Nord. Soit je suis bigleux, ah voilà. Donc là, on part de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, et pour aller à New York, c'est 19 jours. Donc, j'ai vraiment pas les yeux en face des trous ce soir. 19 jours à partir de 110 € par jour. Ah, 110 € par jour, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est un certain coût quand même. Donc, il faut savoir que demandons au chat combien coûte une croisière Paris-New York, enfin Paris-New York, Le Havre-New York, disons, en bateau de croisière classique. Oui, c'est exactement la question que j'allais te poser. En plus, pourquoi ne pas y aller en croisière de luxe, du coup, finalement? Mais après, je connais pas les prix, je vous avoue que... Eh ben, peut-être que le chat, peut-être qu'il y a des gens fortunés dans le chat qui font régulièrement des croisières, finalement. Peut-être. C'est vrai que comme ça, là, ça paraît assez cher et assez long. Donc, au final, où est-ce qu'on y trouve son intérêt, à part si on est vraiment un écologiste convaincu? Alors, on a 7 000 €. Ah oui. Ouais. 1808, c'est très précis. Non. Je ne suis pas encore assez vieux pour connaître le tarif des croisières. Parce qu'il y a trop d'ânes sur les bateaux de croisière. Bah ouais, c'est ça le problème des bateaux de croisière. C'est que souvent, c'est quand même... 10 000 € pour l'Antarctique, c'est cher en bateau. Eh oui. Alors, Le Havre, New York, il faut compter, les premiers prix, c'est autour de 3 000 €. D'accord. Pour 8 jours. Et donc, on arrive en gros, moi j'avais calculé, sur un trajet Le Havre-New York, dans un cargo, c'est moitié prix. Ok. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est une autre façon de voyager, de prendre le temps, parce que voilà, et puis c'est aussi d'être dans cet environnement avec les marins. Ça a l'air assez chouette de ce qu'on voit dans le documentaire. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Au cas où, si jamais. Voilà, hein, c'est vrai qu'on a un mois de vacances, pourquoi pas se faire un petit voyage en cargo? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez, le chat, là? Ils veulent pas partir? Un paquebot de croisière émet autant de particules fines qu'1 million de voitures apparemment. Wow. Et oui. Et le problème, c'est que même après, je pense que c'est quand même moins polluant que l'avion, non? Ah bah je sais pas si vous avez vu il y a eu plein de trucs qui sont sortis sur les bateaux de croisière dans le port de Marseille. Je sais pas s'il y a des Marseillais dans le chat,
mais il y a des riverains qui sont... en face de toi. Ah, mais tu viens de Marseille, toi? Oui, je viens de Marseille. Ah, et ben donc tu dois connaître ça, les riverains en face du port de Marseille qui ont pas mal de cancers, de trucs, parce que ça pollue et qui se tapent des fumées noires toute la journée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages de cargo dans le port de Marseille. Bah, j'en voyais quand j'allais au lycée, je les voyais passer tout le temps. Mais c'est vrai que, ouais, contrairement à l'avion, tu respires pas ce qu'il dégage parce que tu es en transit. C'est vrai. Bon. Au pire, on pourra demander à notre invité qui nous rejoint dans très peu de temps sur la différence entre d'émissions de gaz à effet de serre, des bateaux, des avions, etc. Absolument. Mais tout à fait. C'est vrai que ça pose quand même question, parce que tu m'as dit que c'était combien, Arthur, pour aller jusqu'à New York en cargo? C'est 19 jours. Ouais, alors que pour aller, du coup, moi, j'y suis allée à New York parce que j'ai étudié 1 an du coup dans le sud, donc j'avais fait un transit Paris-New York, et je crois que c'était 7 ou 8 heures d'avion. Donc c'est vrai que c'est bon, entre 8 heures et 19 jours, il y a quand même une grosse différence. Mais comme disait Arthur, c'est contemplatif. Exactement. Oui, non, c'est sûr. Ah bah, c'est pas contemplatif dans l'avion. En plus, entre les turbulences au-dessus de l'océan, non, on est. Ouais. Moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur de l'avion, moi. Ah ouais, je comprends. Moi, j'étais terrorisée. Ouais. Bon, bah merci Arthur. Du coup, tu as fait le tour des bateaux, là, du cargo. J'espère que tu as convaincu des gens. Je suis pas certain. Ouais, mais les gens sont trop fermés d'esprit. Mais tu nous auras fait découvrir quelque chose ce soir. Juliette Pommier nous dit dans le chat qu'elle est très chaude d'essayer. Donc, voilà. Ouais. Eh ben, c'est super. Alors, du coup, nous allons recevoir notre invité maintenant. Ouais. J'espère que vous avez plein de questions pour lui sur les transports. Alors, nous recevons comme Girchig, j'espère que je dis bien votre nom, qui est cofondateur des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Et je vous laisse vous présenter tout simplement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, oui, super. Parfaitement. Ouais. Bonsoir. Est-ce que je peux commencer par vous demander de me tutoyer si c'est possible? Je ne sais pas si c'est l'éthique de l'émission, mais je préfère. Mais c'est mieux pour nous aussi, je pense. Ouais, carrément. C'est super. C'est comme ça. Du coup, j'ai fondé les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat il y a un moment maintenant. Je suis plus forcément un membre actif, disons. Enfin, je suis toujours membre, mais je suis plus dans le bureau, quoi. Et je suis un activiste. J'ai fait des procès contre la 5G. Je tiens un plaidoyer en ce moment pour le quota carbone, ce qui pourra faire sens dans la discussion que vous avez aujourd'hui là sur les transports. Et je fais beaucoup de conférences sur les sujets climat, biodiversité, numérique, et aussi depuis assez peu les imaginaires culturels dans lesquels on navigue et qui font qu'on est bloqué dans des schémas de vie problématiques vis-à-vis de l'environnement. Et voilà, j'ai récemment été convaincu qu'il y avait vraiment un gros sujet là-dessus. Vraiment, toutes les publicités, les films, les séries, le théâtre, peu importe, on est baigné d'imaginaires qui nous bloquent dans certains schémas dont il faut sortir. Et voilà, ça m'intéresse au plus haut chef. Et par ailleurs, je suis étudiant. Et je prépare une entrée à l'ENA. Voilà. Qui me fait plaisir. On vous souhaite bonne chance. On te souhaite. Pardon. Je suis désolée. Tu as quel âge? Anaïs demande, tu as quel âge comme J'ai 26 ans. D'accord, ok. Voilà, donc je suis un vieil étudiant. Bon, ça va. T'en as parlé, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ça, le quota carbone. Est-ce que tu peux nous en dire plus, expliquer au chat ce que c'est, ce que ça représente? Oui, le quota carbone, le principe, c'est d'allouer à chaque personne dans un pays donné, par exemple la France, un certain nombre de tonnes de CO2 autorisées. Comme ça, le premier réflexe en général, c'est un peu, mais c'est horrible, c'est un système complètement communiste qui va nous revenir à une sorte de flicage généralisé de chacune de nos consommations, etc. Alors non, ça peut ne pas être comme ça peut l'être. Comme tout dispositif public, voilà, il y a un moment où on peut s'en servir pour manipuler les gens. Moi, dans ma vision, c'est juste quelque chose qui permet d'être moins socialement régressif que la taxe carbone.
La taxe carbone, c'est à l'origine des Gilets jaunes. Voilà. L'idée, c'est simplement de rendre plus cher les choses qui sont polluantes. Seulement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont coincées dans des schémas polluants malgré elles. Par exemple, voilà, quand vous habitez loin du centre-ville et que vous travaillez dans le centre-ville, vous habitez en banlieue, vous êtes obligé de prendre votre voiture, il n'y a pas de transport en commun, etc. C'est très compliqué de vous passer de votre voiture. Bref, voilà, je pense que tout le monde maîtrise à peu près l'origine des Gilets jaunes. Et l'idée, c'est de dire, au lieu de faire payer le premier litre de carburant, le premier mètre cube de gaz, si votre logement est au gaz et que vous n'avez pas assez de sous pour déménager ou pour changer de logement, on va donner une sorte de forfait à tout le monde, gratuit du coup. Et on va dire, voilà, on vous autorise à émettre 5 tonnes par an. Et du coup, en fait, si on fait ça, on remarque que les personnes pauvres, c'est-à-dire les premiers déciles de revenus de la population, elles émettent naturellement assez peu de CO2. Parce que, en fait, si on regarde les études un peu d'économie, on voit que plus on est riche, plus on pollue. Et c'est normal, parce que plus on est riche, plus on dépense, on consomme. Et comme toute consommation aujourd'hui émet directement ou indirectement du CO2, voilà, quand on s'achète même ne serait-ce qu'une fringue, une chemise ou autre, ça vient d'usines qui ont elles-mêmes consommé de l'énergie, donc émis des gaz à effet de serre. Bref. Et donc, ce système de quota carbone il permet de libérer de la contrainte financière les personnes qui ont peu de revenus. Et en même temps, il incite énormément les personnes riches, aisées, à du coup transformer leur comportement pour respecter leur quota carbone. Parce que quand on dépasse le quota carbone, il se passe quoi? Alors, c'est là où, en fait, il y a plein de modalités à définir. Et une des modalités, c'est de dire on ne peut pas dépasser. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, si tu arrives en juillet, voilà, tu es une personne relativement fortunée, mais tu n'as pas voulu acheter un véhicule électrique et tu as préféré acheter un Hummer, par exemple, et que tu arrives en juillet et que tu n'as plus de quota carbone et que tu avais prévu d'aller aux Maldives en septembre, eh ben, tu ne peux pas. Donc là, ça paraît très, très répressif. Mais en fait, quand on y pense, aujourd'hui, la sanction financière pour, par exemple, la taxe carbone, les gens qui ne peuvent plus, par exemple, faire un week-end à la campagne parce qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour payer la taxe carbone, c'est pareil. C'est une contrainte qui est directe. Voilà, c'est un autre type de contrainte, mais qui me semble, moi, beaucoup plus égalitaire. C'est un sujet qui est très compliqué. J'imagine bien que pas mal de personnes là, qui nous écoutent ne seront pas convaincues du premier coup. J'ai fait un TEDx sur cette question. J'ai fait aussi une interview longue chez Time for the Planet en ligne, donc vous pourrez les retrouver. Et voilà. D'accord. Oui, comme ça, les gens pourront creuser plus profondément le sujet de leur côté. Oui, parce que du coup, il me vient une question quand tu parles de ça, c'est par exemple pour les personnes qui sont à la campagne et qui doivent prendre par exemple leur voiture tous les jours pour aller bosser, pour aller amener leurs enfants à l'école, voilà, pour faire leurs courses. Et du coup, est-ce que si jamais elles dépassent, comment elles font si jamais elles dépassent leur quota carbone? Alors, oui, c'est une excellente question et je l'aborde dans le TEDx. C'est un des premiers points problématiques que j'évoque. En fait, ça demandera de changer les aides publiques à l'aide à la transition. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement le bonus-malus. Quand on va acheter une voiture neuve, voilà, il y a un bonus-malus. Et du coup, ça, c'est une aide qui n'est pas du tout ciblée. Parce que si vous regardez les gens qui achètent des voitures neuves en France, c'est des gens qui sont en fait plutôt aisés. Oui. Déjà, c'est énormément des entreprises. Ensuite, c'est des gens qui sont aisés. Et du coup, vous avez beaucoup d'argent public qui finance la transition des personnes riches, pour le dire de façon simple. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de faire ce quota carbone et de réorienter les aides publiques à la transition sur ces déciles de population qui, effectivement, pour certaines, risqueraient de se retrouver coincées. Mais comme je l'ai dit avant, en fait, en grande majorité, aujourd'hui, si vous êtes dans les 3-4 premiers déciles de revenus, vous ne pouvez pas émettre beaucoup de CO2 parce que vous n'avez pas assez d'argent. Typiquement, aujourd'hui, ce qui explose les émissions carbone des gens, c'est l'avion. Individuellement, c'est l'avion. Globalement, ça ne représente pas beaucoup l'aviation, pas encore. Mais si vous prenez votre empreinte carbone, par exemple un CSP+, à Paris, qui est cadre, qui n'a pas de voiture, trottinette électrique, machin, mais qui en fait fait 2 allers-retours par an à Singapour ou à New York, en fait, il émet 4 fois plus que quelqu'un qui habite à la campagne et qui a une voiture polluante. D'accord. Voilà. Oui, on avait une question similaire dans le chat, c'est quid des situations des personnes en milieu ruraux et ou périurbains, souvent moins fortunées, voilà, et qui ont moins accès au transport en commun et souvent, moi personnellement, je viens de la campagne et sans voiture, on ne peut rien faire. Je viens aussi de la campagne du nord de la France et effectivement, c'est hors de question
que ces quotas deviennent une contrainte en fait supplémentaire. Mon objectif premier en fait, c'est de se substituer à la taxe carbone pour que justement ce soit moins inégalitaire que la taxe carbone. Donc évidemment, comme c'est ma priorité et que c'est ce qui m'a tourné vers le quota carbone, voilà, c'est mon point d'intérêt numéro 1. D'accord. Et une question de Pascal Guéné, si j'ai dépassé mon quota, qui m'empêche de le dépasser et comment? Aujourd'hui, quand vous allez acheter, je ne sais pas, faire vos courses, par exemple, si votre compte bancaire n'a pas suffisamment d'argent, vous ne pourrez pas payer. Vous ne pourrez pas retirer du cash avant pour faire vos courses, ou alors vous ne pourrez pas payer. Bon, il y a des petits systèmes de découvert, d'accord, mais globalement, c'est l'idée, quoi. Alors, ce sera un peu pareil. En fait, chacun aura un compte carbone qui sera sécurisé, qui sera géré par l'équivalent d'une banque. Dans mon esprit, c'est plutôt une agence indépendante, voilà, une agence d'État indépendante. Et vous pourrez retirer des unités carbone en cash. Et donc, je dis ça, c'est un peu technique, mais c'est important. Ça veut dire que l'agence ne pourra pas savoir ce que vous dépensez. Comme aujourd'hui, vous retirez du cash pour acheter, j'en sais rien, votre baguette ou votre barrette de cannabis, et ben, vous ferez payer, en fait avec le quota carbone. Si vous avez envie de vous acheter un billet d'avion, et ben voilà, vous le donnerez à ce moment-là. Si vous avez envie faire vos courses, d'accord. Est-ce que tu ne penses pas que du coup ce système, ça pourrait engranger un autre système un peu au black, si je puis dire? En gros, les personnes qui n'ont pas les moyens de voyager, est-ce qu'elles pourraient vendre leur crédit de carbone à des gens qui sont plus aisés, qui viendraient du coup à bout trop vite? Alors, c'est une super question. Et en fait, ce quota-là peut répondre à beaucoup de philosophies différentes. Moi, ma position, elle est un peu intermédiaire, c'est-à-dire que je n'ai pas envie que parce que vous êtes riche, vous pouvez acheter 10 millions de quotas carbone pour pouvoir cramer plein de mazout dans votre superbe yacht. C'est clair. Sinon, ça ne marche plus. Ça revient à une taxe carbone, en fait. Vous achetez du carbone, ça revient à une taxe carbone. Le seul avantage si on fait ça, c'est que par rapport à la taxe carbone, on est sûr de respecter les émissions nationales, la trajectoire de l'accord de Paris, qui est le grand accord sur le climat. Ça, c'est un avantage notable. Mais après, sur l'aspect social et égalitaire, on perd tout l'intérêt. Donc moi, ce que je proposais, c'est quand même donner une petite flexibilité, c'est-à-dire si vous êtes extrêmement aisé, pourquoi pas pouvoir acheter un petit peu de quotas? Je ne sais pas. Pourquoi pas, pour que le truc passe un peu plus facilement, en fait. C'est toujours ça. Là, on peut parler en termes d'utopie politique. Il y a un moment aussi, il faut voir, faudra laisser un peu de mou pour que ça puisse passer. Et par contre, du côté plus pauvre, c'est-à-dire les gens qui n'auront pas consommé leur quota à la fin, eux, ils ont enfin voilà, ce sera un intérêt énorme pour eux de récupérer un peu d'argent à travers ces quotas. Et donc là, même si les riches, pardon, ça paraît caricatural, les riches, les pauvres, c'est juste pour faire comprendre l'idée. Oui, bien sûr. Les pauvres, du coup, pourront vendre leur quota soit directement à l'État, c'est-à-dire que l'agence d'État, elle récupérera les quotas, elle donnera une indemnisation, et ensuite, elle pourra détruire ces quotas, c'est-à-dire pas les redonner aux riches, mais juste les détruire. Dans ce cas-là, on sera encore plus ambitieux pour le climat, et en plus, les pauvres auront des revenus supplémentaires, soit ce sera juste une mécanique de marché entre les pauvres et les riches. J'ai conscience, c'est hyper technique, là, je ne m'appelle pas à ce qu'on parle de ça tout de suite, mais c'est bien, si ça vous intéresse. Ah oui, intéressant. J'ai l'impression que ça intéresse beaucoup le chat aussi. Honnêtement, il y a plein de questions. Après, oui, comme tu as dit, tu as fait des TED, etc. dessus, donc on pourra l'approfondir une autre fois. Non, c'est concret, moi, justement. Je me demandais, tu parlais tout à l'heure de la question de donner un peu de mou et tout ça, de la question aussi de l'opinion. On entend là beaucoup une chanson qui revient de l'écologie punitive dans la campagne présidentielle. Ouais. Il y a des candidats qui font un peu leur beurre dessus. Qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui disent ça va trop vite, c'est pour les gens qui habitent dans les villes, tout ça, c'est des problèmes qui sont des problèmes de riches, entre guillemets. Est-ce que c'est vrai ? On en parlait justement avec Anaïs sur le plateau de France TV Slash. Il y a 2 jours. Pour moi, en fait, il faut comprendre, c'est que l'écologie, l'ordre actuel est punitif pour les plus précaires. C'est ça, il faut vraiment percuter que le dérèglement climatique, même actuel, les vagues de chaleur, la vague de gel là qu'on a vécue il y a quelques jours, qui a ravagé les productions notamment de prunes, qui va détruire les revenus des agriculteurs, qui a probablement
donner des grippes, le Covid et une précarité sanitaire à plein d'étudiants dans les métropoles qui vivent dans des logements mal isolés, tout ça, c'est punitif. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne réalise pas que ne pas faire la transition, c'est punitif pour beaucoup de gens. Donc, comme toujours en politique, il y a des perdants et des gagnants. Mais moi, j'assume de dire que, oui, s'il y a des gens que ça dérange dans les villes d'avoir plus de place pour les vélos, etc., pour permettre une transition plus rapide, il faut qu'ils comprennent que, en fait, c'est juste un partage du fardeau, quoi. Et que voilà, franchement, si la difficulté, c'est j'en sais rien, d'être plus incité à prendre son vélo et que ça permet de sortir des gens de la précarité, notamment énergétique, mais ça vaut le coup quand même. Donc, je pense que ceux qui véhiculent cette petite musique, comme tu dis, Arthur, c'est des égoïstes. Ça mérite d'être clair. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, le quota carbone, ça aurait un impact sur nos voyages, sur nos transports, parce que c'est le thème de l'émission. Et est-ce que tu saurais nous dire l'impact des compagnies low cost dans l'aviation sur les émissions de gaz à effet de serre? Alors non, je n'aurais pas de chiffres précis à donner. Ce que je sais simplement, c'est que le kérosène des vols internationaux n'est pas taxé et que c'est un vrai gros problème. Ça vient de la convention de Chicago, qui est une convention qui régule en gros le secteur aérien international. C'est un point de négociation depuis très longtemps. La Convention citoyenne, il me semble, avait demandé à ce que ce point fasse l'objet d'une position française, qu'on renégocie en fait ça, tout comme elle avait demandé qu'il fallait qu'on renégocie les accords de l'OMC, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un sujet proche en fait de commerce international. Vous parliez de cargo juste avant. L'idée, c'est de réguler tous ces transports internationaux extrêmement émetteurs. Du coup, le low cost seul, je ne sais pas. Ce que je sais simplement, c'est que la pratique du tourisme aérien s'est fortement développée et que l'avion est un mode de transport pas si inefficace en fait. Si on regarde les chiffres, en termes de grammes de CO2 au kilomètre, c'est pas pour répondre à la question de tout à l'heure par rapport au cargo, c'est largement pire les cargos en grammes de CO2 au kilomètre. Ok. Ah on a la réponse, super. Et voilà, c'est une réponse. Un ordre de grandeur, c'est l'avion, c'est entre 150 à 200 grammes de CO2 par kilomètre. Le cargo, c'est plutôt le double. Mais le problème de l'avion, c'est que c'est des machines qui sont relativement efficaces, mais en fait, on s'en sert pour faire des milliers de kilomètres, et c'est ça le problème. C'est que faire un week-end à Venise peut sembler normal à certaines catégories de population aujourd'hui. Faire un week-end en Roumanie, voire même à un moment, j'ai travaillé dans une entreprise où certaines personnes faisaient un week-end à New York. Un week-end à New York? À New York, oui. C'est spécial quand même. Des gens assez fortunés, mais pas non plus, et qui en fait percutent pas que ce genre de choses n'est plus possible dans le monde de demain. Donc, juste pour répondre à ta question, Sacha, pardon, je m'égare un peu, mais c'est très intéressant. C'est vraiment que le problème, c'est pas l'avion en soi, c'est pas non plus la technologie de l'avion en soi, c'est le rapport au voyage que ça a créé. C'est-à-dire que l'avion aujourd'hui, on se cale dans l'avion, on regarde un film, on n'y pense pas, et 12 heures plus tard, on est à l'autre bout du monde, et tout va bien, quoi. Et du coup, forcément, on fait des voyages d'une semaine, forcément, on a envie d'y retourner 6 mois plus tard. Et alors, quand le billet est à 100 € au lieu d'être à un mois de salaire, comme c'était le cas du temps de nos parents, on le fait plus souvent. Et c'est ça le vrai gros problème. Juste pour terminer, en France, 40% des gens n'ont jamais pris l'avion. Sur Terre, 7 personnes sur 8 n'ont jamais pris l'avion. Donc, il faut bien comprendre aussi que quand on parle de cet imaginaire du voyage à déconstruire en disant « Oh là là, mais c'est difficile quand même, etc. » Il faut bien voir que c'est un imaginaire de personnes incroyablement aisées. Et même si vous avez des personnes, je ne sais pas, dans notre entourage qui sont au SMIC, etc., et qui ont pris l'avion une fois pour, je ne sais pas, aller dans un pays européen, déjà, ça, c'est un luxe énorme par rapport au reste du monde. Voilà, retenez que dans le monde, 7 personnes sur 8 n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Ouais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi sur la culture. Tout ça, c'est véhiculé par les films, les séries qui nous montrent des gens pour qui c'est normal, quoi. Exactement. Ouais. C'est vrai que ça paraît fou. Par exemple, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je suis allée aux États-Unis et là-bas, ils n'ont pas du tout la même notion, le même rapport à l'avion que nous. Eux, c'est vraiment un moyen de locomotion qui est normal. Même les gens qui ont peu d'argent, ils prennent l'avion dès qu'ils sortent de leur état parce que pour eux, la voiture, en fait, c'est tellement immense ce pays
que c'est inconcevable de ne pas prendre l'avion. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Alors déjà, ils ont un rapport à l'écologie qui est particulier, les Américains, mais encore plus au niveau de l'avion. Ouais. Les Américains, les Australiens aussi, enfin une bonne partie des pays un peu, je ne sais pas comment les réunir, mais bon, de ces pays-là. Et en fait, là, ce qu'on voit aussi, c'est un peu comme l'importation de l'American Dream avec tout ce qui va avec, notamment les banlieues pavillonnaires, les villes qui s'organisent autour de la voiture. Il y a certains pays qui se sont organisés autour de l'avion, tout comme certains pays se sont organisés autour de la climatisation. Enfin, je sais pas, vous prenez des villes comme le Dubaï, les Émirats Arabes Unis, etc. C'est une folie, en fait. Ces choses-là ne pourront pas exister dans un monde plus sobre en énergie, et c'est terrible. Et c'est pas radical de le dire, c'est juste que l'équation physique ne tient pas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Jean-Marc Jancovici. Voilà, c'est un ingénieur qui a porté pas mal de messages sur le côté juste l'équation ne tient pas. Quand vous regardez des villes comme ça, c'est une évidence. La Coupe du Monde climatisée, quelle belle idée. Oui, c'est sympa de voir les réactions à côté. Oui, effectivement. Tu vois aussi les réactions, là, les commentaires? Je vois certains commentaires. Mais bon. Dans l'idée de réduire le voyage, quelle alternative pour les pays qui ont battu leur modèle économique sur le tourisme? Faut-il mettre en place des soutiens financiers internationaux pour préparer cette adaptation? Alors oui, évidemment, ça dépend lesquels en fait. On pourrait dire que la France est un pays touristique. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de notre économie qui repose là-dessus, d'hôtellerie, etc. Je ne pense pas que la France ait besoin d'aide face à la transition. On a beaucoup de ressources pour la faire nous-mêmes. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de pays du Sud, pas mal d'îles voilà, qui ont besoin d'aide. Ça, pour le coup, c'est... ah oui, je n'avais pas parlé de ça tout à l'heure, mais j'ai été pas mal actif à l'ONU aussi, voilà, dans différents endroits, côté activiste et côté délégation. Il y a beaucoup de mécanismes de subvention des pays dits du Nord. Alors, c'est une façon de dire pays développés, mais on aime de moins en moins parler de pays développés parce que ça donne l'idée d'un modèle de développement unique, enfin, peu importe, des pays riches, quoi. Il est prévu dans ces grandes négociations internationales sur le climat que les pays riches subventionnent les pays pauvres en développement, en voie de développement, les moins avancés, en leur donnant des subventions pour faire cette transition. Donc, la réponse, c'est faut-il mettre en place des soutiens financiers? Oui, il faut en mettre en place. Ça existe. Il n'y en a pas encore assez, mais c'est quelque chose qui se fait quand même. Ok, super. Alors, on a une question de Romain. Comment est-ce possible d'avoir des billets d'avion moins chers que des billets de train? Est-ce dû aux frais de structure? Y a-t-il des financements rendant les billets d'avion accessibles? C'est vrai, je peux illustrer par un exemple très concret. Pour aller de Tours à Marseille, c'est 180 € le billet de train et c'est 35 € le billet d'avion. Donc c'est vrai que quand on est étudiant, on ne se pose même pas la question. Et voilà, c'est dur, on se dit mais non, c'est pas bien ce que je fais, mais à plus de 100 € de différence. Et comment ça se fait? Comment on peut remédier à ça? Bien sûr. Comment c'est possible? C'est possible par une mauvaise administration publique, en fait, une mauvaise gestion fiscale principalement. C'est pas des sujets très rigolos, mais en fait, c'est déterminant pour ça. C'est ça qui va faire que vous avez des prix de billets d'avion qui sont complètement délirants. Parfois, vous pouvez aller à l'autre bout de la France pour 25 € en avion et ça coûte le triple en train. Enfin, voilà, c'est l'exemple que tu viens de donner, Anaïs. Ma réponse, c'est ça. C'est une mauvaise administration fiscale. Donc, ça porte sur le prix de l'énergie. Dans le prix de l'énergie, il y a le prix du carbone. Comme je vous ai expliqué, donc c'est des prix qui sont différents pour le kérosène et du coup pour les carburants classiques. Donc, entre autres, l'électricité qui alimente le train. C'est aussi énormément de subventions. En fait, les aéroports, toutes les infrastructures aéroportuaires ont été très, très favorisées. Et ça a un effet direct très grand. C'est qu'en général, quand vous prenez une ligne intérieure en France, c'est une ligne qui se connecte à un hub, genre Paris par exemple. Et ça permet de concentrer les passagers vers ces hubs pour ensuite faire des longs courriers. Donc très souvent, les petites lignes secondaires, elles sont quasi subventionnées en fait par les compagnies pour que les passagers arrivent dans les hubs aéroportuaires. Donc il y a deux problèmes bon, c'est des sujets que je connais pas très bien, donc j'ai peur de vous dire des bêtises, mais il y a une mauvaise gestion administrative, fiscale, une sorte de fatalité un peu économique, mais qu'on pourrait mieux réguler, qui fait qu'on arrive à cette
D'accord, bah merci. Vous avez quand même donné, t'as quand même donné un élément de réponse assez intéressant. Oui, totalement. On va poser une dernière question. Après, on va passer au petit jeu. Oui. Auquel j'espère que tu participeras, comme. Oui, tu peux y participer. J'avais une question. Quel vrai impact de la fin de la voiture à Paris? Est-ce que ça déplace pas plutôt la pollution en banlieue? C'est une question qui est compliquée. Il y a plein d'effets secondaires quand on interdit les voitures dans les centres-villes. En fait, ça dépend vraiment comment c'est fait, là, pour le coup. Si vous mettez pas mal de parkings relais, par exemple, aux alentours des villes, comme l'avait demandé la Convention citoyenne pour le climat, dont j'ai été, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire ça. D'ailleurs, j'ai été reporter à la Convention citoyenne pour le climat, donc j'avais pu suivre de près, c'était génial. Enfin, à Glasgow. Pardon? Tu étais à Glasgow? Non, à la Convention citoyenne. Voilà. Et j'avais suivi de près et ils proposaient notamment en fait, d'obliger les plus grandes métropoles à créer des parkings relais. Et donc là, vous donnez une sorte d'alternative parce que vous favorisez, vous vous garez dans juste ces gares qui sont autour de la métropole et après, vous avez forcément un transport en commun puisque les parkings sont construits à côté des gares principales. Et dans ce cas-là, en fait, tout le monde est content. Il y avait même des solutions qui permettaient de rendre le truc encore plus social, notamment de coupler le prix, en fait, de faire que quand vous achetez un ticket, par exemple de RER qui partent juste de cette banlieue où il y a le parking relais et le centre-ville, ce prix-là intègre le coût du parking. Comme ça, vous avez en fait un intérêt énorme en tant qu'automobiliste à prendre le RER. Donc, quel impact? Non, je ne pense pas que ça revienne à reporter la pollution en dehors de la ville, mais il faut que ce soit bien pensé. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Le chat, Anaïs, Arthur? Écoutez, moi j'ai appris plein de trucs en tout cas. En soi, si on pouvait, franchement, on parlerait pendant des heures parce que c'était très, très, très intéressant. Donc, il faudra bien que tout le monde aille voir ce que fait Com parce que ça a l'air vraiment... Ce serait bien qu'on trouve les liens. Ouais. Qu'on mette les liens dans le chat pour que tout le monde puisse aller voir. On a hyper intéressant, tout est dit, c'est passionnant. Merci Com, j'ai adoré cette interview de Ulysse. Parfait. Merci beaucoup. Son avis sur les trottinettes électriques. Ah ouais. Il y a quand même pas mal de... On vit tous à Paris en ce moment, donc on se sent particulièrement concerné par les trottinettes. Je vais dire un avis rapide. Vu les transitions massives qu'on va devoir vivre, je pense qu'il serait bon d'être tolérant envers ces initiatives. C'est-à-dire que certes, il y a plein de défauts, les trottinettes électriques. Quand vous faites un bilan aujourd'hui, le bilan, il y a 2 ans, il était absolument déplorable d'un point de vue carbone, il était déplorable d'un point de vue biodiversité, etc. Le truc, c'est que c'est comme la voiture électrique, où en fait, vous avez des gens qui tombaient à bras raccourcis sur la voiture électrique parce que ça exploite du lithium, que le cobalt est extrait par des enfants, etc. Oui, mais en fait, ça commence. Et la voiture thermique aussi, au début, c'était des drames écologiques et humains. Et comme l'industrie a été au début des drames écologiques et humains. Donc, il faut attendre un petit peu que les filières se mettent en place. C'est bien de mettre en avant les problématiques, mais il faut attendre un petit peu avant de dire et de juger. Ben non, en fait, du coup, la voiture électrique, c'est pas bien, et du coup, la trottinette électrique, c'est pas bien. Il faut critiquer ce qui est critiquable, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Peut-être qu'effectivement, la trottinette électrique, ça va être une solution géniale qui va permettre aux gens qui sont aujourd'hui en voiture de se déplacer sans trop faire d'efforts, de façon beaucoup plus neutre en carbone. Être tolérant, être critique, mais être tolérant à la fois, parce que sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Si c'est juste un combat de Gaulois sur Twitter tous les jours pour critiquer chaque initiative, ça ne va pas le faire. Ouais, d'accord. Ouais, super. Tout est dit. On relativise, on ne critique pas. Il y a des avancées tout de même. Et juste pour le chat, la conférence de Com sur TEDx est disponible, le lien est disponible dans le chat. Voilà. Donc on va passer au jeu, et comme tu peux participer, et le chat, vraiment, je veux que vous bombardez. Donc on va faire un jeu du pendu. Alors j'ai une feuille ici, bon c'est vraiment fait comme ça, un peu à la... C'est parfait, ça. Donc il faut me proposer des lettres, c'est un mot en rapport au transport. Et je vais pas trop donner d'indices. Il faut commencer à proposer des lettres. On voit rien. Alors, E. Non, il n'y a pas de E. Non. Alors, attendez. On nous dit un F. Un F. Oui, il y a un F. Attends, je fais.
Ici. Ah, et un S. Oui. Et Juliette demande un Y. Hop. Y. Oui, il y a un Y. C'est rare dans les pendus. Il n'y a pas de E, mais il y a un Y. Alors, on a un A. Oui, il y a un A. On nous dit un S aussi. Ouais, je l'ai déjà mis le S. Et le R. Non, il n'y a pas de R. Il n'y a pas de R. Un J, il n'y a pas de J. Emma propose farouche. Non, Emma, ce n'est pas farouche. Non, on en est à là. Boltec, non. Le pendu, c'est un moyen de transport. Pour l'instant, ça ressemble un peu plus à un meuble Ikea qu'à un mot. Hein. Est-ce que vous avez des lettres à me proposer, vous Je sais pas, un M. Oui. Oh, Juliette, elle donne que des lettres peu communes, mais elles sont dans le mot. Il y a un K. Le K. Alors, Pascal Guéné propose le I. Regardez. Ah oui, mais je l'ai, mais je ne vais pas le dire. Ah, comme là. Est-ce que le chat, là, il y a un L, en effet. C'est un rapport à l'avion. Ouais. Il n'y a pas de T. Il me manque une lettre. Regardez. Ça se présente comme ça. T, I. Non, il n'y a pas de I. Est-ce que ce serait pas un G? C'est un G. Oh là là. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Le Flixcam. Non, ce n'est pas Scam, la série. De quoi? Non, c'est pas Scam. Une étagère Ikea. Merci Stéphane. C'est pas pour Anaïs. Alors, le Flixcam, c'est un mot suédois. Et ce n'est pas une étagère Ikea, Ulysse. Non. Ça désigne... oui, Flixcam. Ça désigne un mouvement. Alors, Stéphane dit c'est refuser de prendre l'avion. Non, c'est encore plus, c'est la honte de prendre l'avion. Est-ce que toi, Anaïs, par exemple, tu ressens du Flixcam par rapport à cet été? Un peu. Un petit peu, mais bon, j'ai quand même une bonne excuse parce que vraiment, c'est vraiment beaucoup trop cher si je prends pas l'avion. Mais oui, un petit peu quand même. Donc, ce mot est parti de Suède. C'est un mouvement qui s'est étendu aux autres pays scandinaves. Et ce mouvement est né dans le contexte de la notoriété grandissante de Greta Thunberg. Et en France, le mot a été adapté. En français, ce serait l'avi-honte. Pas mal. Pas mal. Je vous le note dans le chat, avi-honte. Anaïs, j'ai honte pour toi. Merci Stéphane, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Et ben, il est 59. C'est parfait. On est pile à l'heure. Donc, on remercie Com. Merci beaucoup d'être venu. C'était très gentil à toi. C'était très intéressant. Merci encore. Merci pour vos questions. Merci à toi. Bon courage pour Léna. Merci. Ouais, c'est vrai. Bonne chance pour Léna. On lui souhaite tous bonne chance. Ouais. Merci. À bientôt. Bon à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup, Com. Merci. Nous revoilà tous les trois, quoi. C'était une super émission. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Moi, j'ai adoré. Super intéressant. J'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré. Je pense que je vais vraiment... était super intéressant. Je vais vraiment comprimer quand je vais prendre l'avion cet été. J'ai avancé. Bravo la clim, excellent, c'était trop chouette, bravo, vous avez d'être ça. Ouais, merci beaucoup. On reconnaît nos fidèles là dans le chat. Ouais, on vous voit ceux qui viennent toutes les semaines. Hein. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. J'avais vu une question juste que on m'a interpellé sur la Formule 1 et on m'a dit que ça polluait pas. Non, ça ne pollue pas. Ils ont changé de carburant, ça pollue moins. C'est du carburant alternatif. Voilà. Ok. Petite info de dernière minute là. Hop. Ça permet de conclure l'émission. C'est parfait, Arthur. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. Arthur, Anaïs, merci aussi à vous. C'était super. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir présenté l'émission et d'avoir maintenu un fil rouge tout le long. C'était super. Vraiment merci. Et merci. Merci beaucoup à tous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.